c'est Nulle part où fuir, un thriller à suspense, Harley Cole, du FBI, livre 3, écrit par Kate Bold, lu par Jean. Prologue. Spencer s'appuya sur la rambarde métallique du bateau d'excursion en observant la caverne qui grossissait au fur et à mesure qu'ils approchaient du rivage. Il y avait quelque chose de menaçant dans la façon dont la cavité émergeait du sol comme une bouche avide, désireuse de les avaler tout entiers. Si le niveau du Rio Grande montait, se demanda-t-il, est-ce qu'il pourrait la remplir? Ou bien s'enfoncerait-elle de plus en plus profondément dans la terre, tel un estomac impossible à rassasier? Quelque chose de lisse et de froid se pressa contre le coude de Spencer. Il sursauta. « Allez, prends-en une autre », insista Jordan Armstrong, une bière à la main. Il transpirait dans la chaleur matinale, qui commençait tout juste à pénétrer la couche d'air frais qui avait recouvert la rivière pendant la nuit. Il avait cette lueur sauvage dans le regard, ce qui annonçait généralement tout un tas d'ennuis en perspective. Organiser un enterrement de vie de garçon sur un bateau était l'idée de Jordan. De même, celle d'inviter Ed Mullins et Jaylen Ware, qui avaient partager avec lui la même cité, adossée à l'université de Claxton. Ils étaient diplômés tous les 4 depuis 5 ans, cette lointaine époque où ils voulaient conquérir le monde. Que nous est-il arrivé? Se demanda Spencer, en lançant un regard vers Ed et Jaylen, engagés dans un débat sur les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie. À quel moment a-t-on pris un tel coup de vieux? Seulement quelques mois semblaient s'être écoulés depuis la fois où ils avaient tenté de mettre la Kawasaki de M. Reynolds sur le toit du gymnase. À cette période, la vie était amusante et terriblement excitante. Et aujourd'hui, maintenant, elle rimait avec responsabilité. Factures, compte d'épargne libre d'impôts, discussions politiques autour de la machine à café et, bien sûr, l'organisation de son mariage, une tâche interminable. Quand est-ce que tout avait basculé? Tout en méditant sur ses pensées, son regard se dirigea vers le groupe de personnes qui occupaient le reste du ponton, des inconnus avec lesquels Spencer avait échangé seulement quelques phrases polies. À l'extrémité, aux commandes du bateau, se tenait leur guide touristique, Colin Sharpton, véritable statue en bronze barbu, tout droit sorti de l'Antiquité. Ce n'était pas vraiment Sharpton qui attirait l'attention de Spencer, mais plutôt la passagère à côté de lui, une jeune femme d'environ le même âge que lui, vêtue d'un crop top et d'un short de bain. Des taches de rousseur parsemaient l'arête de son nez, et Spencer ne put s'empêcher de remarquer le tonus de ses abdominaux qui contrastait de manière frappante avec la graisse que sa fiancée Sandra avait accumulée à cet endroit dernièrement. La fille surprit son regard et lui sourit. Il détourna les yeux, culpabilisa de cette comparaison et chercha dans sa poche l'alliance qu'il avait récemment commencé à emporter partout avec lui, comme s'il avait besoin de se remémorer constamment sa décision pour faire enfin la paix avec. Il ne trouva que son téléphone, censé rester étanche sous l'eau une demi-heure, et se souvint qu'il avait laissé la bague à la maison de peur de la perdre dans la rivière. Il ressentait néanmoins la présence de l'anneau. « C'est ta dernière chance de vivre un truc », dit Jordan en poussant la bière contre le polo blanc de Spencer. « Une fois entre les griffes de Sandra, ta vie se résumera à plier des draps housses et à des disputes sans fin pour savoir si la table basse doit aller à gauche ou à droite du canapé. Alors là, si vous avez des enfants. » Jordan se tourna vers Ed, le seul des 4 amis à en avoir, probablement le seul qui savait changer une couche, supposa Spencer. Cependant, Ed était trop absorbé par sa conversation avec Jaylen pour remarquer Jordan, et Spencer échappa ainsi à un long discours sur les pièges de la parentalité. « Écoute, » continua Jordan en étouffant un rot, « ce que je dis, c'est que tu ne veux pas regarder en arrière dans un an et regretter les choses que tu n'as pas faites, hein? Un âge d'or s'ouvre dans la vie de chaque homme
lorsqu'il quitte la maison de ses parents pour se réaliser tout seul, et qui se termine quand une belle femme le convainc d'échanger son épée contre un soc de charrue. Spencer haussa un sourcil, impressionné par la métaphore. « Tu l'as inventé toi-même ?»« Histoire ancienne, premier cours, » répondit Jordan d'un geste pour écarter sa remarque. « Le fait est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. » Spencer se tourna vers lui, en serrant toujours la rampe de sa main droite. Ses yeux voulaient dévier vers la fille aux taches de rousseur. Il ressentait un besoin urgent de voir si elle l'observait. Mais il se força à rester concentré sur Jordan. « Non, » répondit-il, « tu es bourré. Tu es censé m'aider à passer un bon moment, pas me dire pourquoi je commets une énorme erreur. » Jordan posa sa main sur l'épaule de Spencer, mais avant qu'il puisse formuler la défense qu'il avait préparée, le moteur cessa de tourner et Sharpton jeta l'ancre par-dessus bord. Le métal étincelant plongea dans l'eau et disparut. « Terminus !» lança Sharpton d'une voix autoritaire enjouée. « À tous ceux qui veulent beau voir la grotte, rangez vos bières, prenez un gilet de sauvetage et sautez dans la rivière. » Spencer ôta ses tongs et les envoya dans le compartiment situé sous l'un des sièges, puis se plaça sur le bord du bateau, comme un condamné à mort sur la planche d'un pirate. Il contempla la pénombre impénétrable de la caverne et eut l'étrange sentiment qu'il regardait son avenir, un obscur mystère insondable. Valait-il la peine d'être exploré, ou serait-il vraiment aussi sombre que Jordan le suggérait? Une vie où sa seule échappatoire serait son bureau et où les vacances consisteraient à transporter dans une poussette tout le nécessaire pour bébé? « Allez, vas-y !» l'encouragea Jordan en lui donnant un petit coup de coude. Les pieds nus de Spencer glissèrent sur le rebord de l'embarcation. L'eau vint à sa rencontre et se brisa comme une plaque en verre sous ses genoux. Elle était plus fraîche qu'il ne l'aurait cru, et un agréable frisson le parcourut. « Tu dois arrêter d'y penser, » se répéta-t-il. « Advienne que pourra. C'est tout. Profite de ta liberté tant que tu le peux. » Un cri retentit sur le bateau. Spencer se tourna juste à temps pour recevoir des éclaboussures lorsque Ed se jeta dans la rivière. Plusieurs invités le rejoignirent dans la foulée et, avant que Spencer ne s'en rende compte, il l'avait déjà oublié. Après avoir essuyé l'eau de ses yeux, Spencer se pencha et battit des pieds pour nager vers la caverne. Ses orteils frôlèrent quelque chose de doux et de glissant. Puis, il toucha du sable, se propulsa vers le haut et remonta en entendant de grands éclats de rire. « Il nage comme un canard !» lança Jordan en tapant sur l'épaule de Spencer. Spencer observa tout autour de lui les visages souriants, se sentant un peu comme un explorateur échoué sur une île, habitée par une espèce de singe encore inconnu. « Joue le jeu, » se dit-il. « Fais semblant de t'amuser, et ça pourrait bien arriver. » Spencer leva les 2 poings en l'air. Il fallait vivre le moment présent. Ed et Jaylen applaudirent. Un sourire sincère se dessina au coin de ses lèvres. Puis il vit la fille aux taches de rousseur le dévisager de l'autre côté de la rivière. Ses yeux saphir brillaient d'une intensité qui semblait presque féroce. Spencer, à sa propre surprise, la fixa lui aussi. Avec un air narquois, la fille se détourna et se dirigea vers un espace vide le long de la paroi de la caverne où les lignes dorées du reflet de l'eau ne dansaient pas. Elle lui jeta un dernier regard par-dessus son épaule bronzée et lui lança un clin d'œil. Puis, elle disparut dans la galerie rocheuse. Spencer continua à contempler fixement la paroi sans savoir comment réagir. Était-ce une invitation, une proposition? Ou l'avait-il mal comprise? Elle avait peut-être cligné des yeux pour enlever une goutte d'eau. Il se sentirait bien bête de se faufiler derrière elle pour la trouver occupée. « Une caverne comme celle-ci a dû mettre des milliers d'années à se former !» s'exclama Sharpton, un pied perché sur une protubérance minérale tombée du plafond.
Il ressemblait à un conquistador. Il ne manquait que le casque à crête pour compléter l'image. Spencer n'écoutait pas. Il cherchait toujours la fille, intrigué par sa disparition. Une main secoua son épaule. « Regarde !» dit Jordan en montrant l'endroit où il venait de graver une version primitive du jeu du morpion sur la paroi avec une pierre. Un hiéroglyphe indien. Jaylen commença à expliquer que « hiéroglyphe » n'était pas le bon mot, mais Spencer les ignora. Peut-être que Jordan a raison, peut-être que c'est vraiment mon dernier tour de piste, ma dernière chance de vivre à ma façon, sans être redevable à personne. Et si c'était vrai, c'était le meilleur moment pour prendre des risques. Il n'allait pas en rajeunissant, et c'était sans doute sa dernière chance avant longtemps, étant donné les allusions de Sandra et sa volonté d'avoir un enfant le plus vite possible. Oui, s'il devait faire quelque chose d'un peu fou, s'il devait se prouver qu'il ne sacrifiait pas sa condition d'homme en même temps que son célibat, c'était le moment. Quant à l'opportunité, elle l'attendait de l'autre côté de la caverne, quelque part dans ce passage sombre. Laissant Jaylen et Jordan à leur discussion, Spencer traversa le bassin pour rejoindre la galerie de l'autre côté. Il s'attendait un peu à ce que quelqu'un l'interpelle et lui demande où il allait, mais personne ne dit un mot. Ils étaient plongés dans leur monde. Quand il jeta un œil en arrière, personne ne regardait dans sa direction. « Elle s'est peut-être perdue », pensa-t-il, en ressentant un besoin soudain de justifier ses propres actions. « Sandra comprendra que j'essayais juste de lui venir en aide. » Oui, c'était ça. Il aidait quelqu'un. C'était un acte de solidarité. Et si la personne qu'il devait aider s'avérait jeune, en pleine forme et belle, pourquoi la discriminerait-il? Et si quelque chose de plus devait arriver, si elle voulait manifester sa gratitude, eh bien, ce n'était pas vraiment trompé, vu qu'il n'était pas encore marié, n'est-ce pas? Il ne cherchait pas une relation, après tout. Il avait juste besoin d'un peu d'aventure, quelque chose qu'une vie stable et un mariage ne pouvaient pas lui offrir. Il savait qu'il reprenait la logique de Jordan, un raisonnement bancal dans tous les cas, mais il s'en fichait. En fait, il avait joué la carte de la sécurité toute sa vie, le seul enfant de la bande à porter un casque lorsqu'il faisait du vélo. C'était la raison pour laquelle il avait continué à travailler dans l'entreprise de son père ces 5 dernières années, même si cela lui semblait une impasse, et qu'il avait décidé d'épouser la première fille acceptée par ses parents, et qu'il avait refusé les tentatives incessantes de Jordan pour le pousser à investir en bourse. Il était raisonnable, prudent et sensible. Parfois, cependant, il avait envie de se débarrasser de toute cette prudence. Il essaya de se remémorer le prénom de la fille. Il savait qu'il l'avait entendue au moins une fois, mais rien ne lui revenait. Elle devait attendre un geste de sa part, mais il ne bougeait pas. Il était le futur mari dévoué, après tout. Jamais il ne faisait l'idiot, tout comme il n'avait jamais essayé les champignons de Jordan ou ne buvait plus que de raison. Il n'avait jamais dépassé la limite de vitesse de plus de 10 km, même sur autoroute. Néanmoins, peut-être que, pour une fois, il pourrait expérimenter la vie sans les petits trous, se lancer et voir ce qui se passerait. « Je suis vraiment en train de le faire », pensa-t-il avec un frisson en avançant. « Bon sang, je vais avoir une histoire à raconter au gars. » Tout ce qu'il avait à faire était de trouver la fille. Ça ne risquait pas d'être si difficile. Ce n'était qu'une caverne, bon sang. Cependant, à mesure qu'il s'enfonçait dans l'obscurité et que les voix s'estompaient derrière lui, il commença à redouter de se perdre. Il mesurait difficilement sa progression et sentait le mur se tordre à côté de lui, descendant en tire-bouchon, comme si c'était un portail vers les enfers. « Salut » appela-t-il, en se sentant stupide au son hésitant de sa propre voix. « Est-ce que tu es là ?» Aucune réponse. Où était-elle? Je n'ai pas retenu ton prénom, ajouta-t-il dans l'obscurité, en essayant de calmer sa voix. Outre cette peur sous-jacente, il ressentait une impatience frémissante,
le sentiment de possibilités inconnues qui lui tournait la tête comme une drogue. Il imaginait ce que cela ferait, de toucher la peau de cette fille dans l'obscurité, juste tous les deux au fond de la caverne, leur chuchotement étouffé dans l'espace confiné. « C'est Jordan », continua-t-il, en faisant courir le bout de ses doigts le long de la paroi glissante tout en avançant. Il faillit dire « Je suis sur le point de me marier », ce qui était devenu presque automatique, comme si cela faisait partie intégrante de son identité. Mais il s'arrêta à temps. Il marqua une pause pour mieux écouter. Alors qu'il attendait une réponse, une odeur de soufre pourri lui parvint aux narines comme la fois où, à son retour de vacances, il avait aperçu une boîte d'œufs vide, oubliée sur le comptoir. L'albumène s'était coagulé et puait. Du guano de chauve-souris, pensa-t-il avec un frisson. Peut-être y a-t-il des centaines, voire des milliers de chauves-souris qui nichent ici. Je dois faire attention de ne pas les effrayer. Oui, la présence de chauves-souris dans une caverne le long de la rivière était logique. Seulement, pourquoi ne sentait-il rien d'autre sous ses pieds que de la pierre lisse? Et le guano avait-il vraiment une odeur de poisson mort, échoué sur le rivage, gonflé par le soleil? Il fouilla dans sa poche, en se rappelant la présence de son téléphone. « Je vais allumer une lumière, d'accord ? C'est vraiment trop sombre. » Il espérait que cela ne gâcherait pas le moment. Un rendez-vous galant dans le noir était quelque chose d'attrayant, mais cet attrait pouvait disparaître rapidement s'il se blessait au genou en heurtant la paroi. Il sortit son téléphone et alluma la lampe torche, qui dévoila une petite cavité ovale creusée par d'innombrables années. La lumière se refléta sur 4 formes dorées, étalées au sol. Le cœur de Spencer bondit dans sa poitrine. Il se sentit soudain comme dans un musée égyptien, en train de contempler la reconstitution d'une tombe de pharaon. Spencer ne pouvait pas dire si ces objets étaient lartés recouverts d'or ou en or massif. Si c'était le cas, ils valaient peut-être des dizaines de millions de dollars. C'est peut-être la plus grande découverte archéologique de la décennie, pensa-t-il, frétillant d'excitation. Dans un recoin de sa tête pourtant, il se demandait ce que des momies pouvaient bien faire dans une grotte le long du Rio Grande. Mais il ignora cette question. La réponse finirait bien par arriver. « Je dois prévenir les autres », pensa-t-il. Alors qu'il se retournait pour exécuter son plan, il réalisa à quel point il se sentirait stupide s'il ramenait tout le monde dans la grotte et découvrait que ces objets étaient dans des accessoires et des mannequins mis en scène pour un film. Il pourrait bien le regretter. Non, il avait besoin d'en savoir plus avant de le dire à qui que ce soit. De plus, si ces choses étaient là depuis des centaines ou même des milliers d'années, il ne devrait rester plus que des squelettes. Et pourquoi avoir peur d'un squelette? Mais si ce ne sont que des ossements, pourquoi sentent-ils si mauvais? Une fois encore, il choisit d'ignorer ses doutes. Il n'allait pas revenir sur ses pas et laisser Jordan le traiter de peureux, qui n'avait pas eu le courage d'examiner les corps. Il était un homme et il allait agir comme tel. Il se ressaisit et s'accroupit à côté du corps le plus proche. Le cadavre était solidement enroulé des pieds jusqu'au cou dans une housse dorée qui se froissait à son contact. Le visage, cependant, était différent. La dorure semblait avoir été peinte et recouvrait tout sauf les fentes des yeux et de la bouche et les trous des narines. En séchant, la peinture avait craquelé et révélait des lignes de peau en dessous. « De la peau », répéta Spencer avec un petit gémissement intérieur. « Non, ce n'était pas possible. La peau devrait avoir disparu depuis longtemps, à moins que... » Attiré par une curiosité incontrôlable, il tendit un doigt vers la joue et pressa. Il sentit la chair gonflée s'écraser contre l'os. Puis, comme si le geste de Spencer l'avait déclenché, les lèvres se mirent à frémir et la chair peinte se détacha après qu'une énorme mouche à viande s'en échappa. Spencer bondit en arrière
avec un cri étranglé, et se cogna l'épaule contre la paroi. « Ce n'est pas possible, » se dit-il, en frottant son épaule douloureuse. « Tu es en train de divaguer, d'halluciner. Ça doit être une blague ou un truc du genre. » Oui, c'était ça. Jordan avait décidé de lui faire une farce et avait réussi à convaincre la fille aux taches de rousseur de participer à l'opération. C'était une farce élaborée, certes, mais une farce tout de même, et dès que Jordan le lui expliquerait, tout aurait un sens. « Très drôle », lança-t-il à haute voix en dirigeant la lumière vers l'autre côté de la grotte. « La plaisanterie est terminée. Alors sortez. » Il n'y eut aucune réponse, hormis des éclats de rire provenant de la partie principale de la caverne, déformée par la distance, de sorte qu'ils semblaient inquiétants, comme des rires provenant d'une tombe. « Je dois sortir d'ici, » pensa-t-il, désespéré à présent. Il était resté trop longtemps. Il se retourna sur lui-même. L'adrénaline galopait maintenant dans ses veines et faillit percuter la fille aux taches de rousseur qui regardait avec horreur le corps derrière Spencer. Si une blague était en train de se jouer ici, elle n'était sûrement pas de la partie. Surpris par la fille, Spencer tituba en arrière, trébucha sur le cadavre enveloppé de dorure sur le sol. Il atterrit sur le torse, et une bouffée d'air vicié, retenue à l'intérieur, s'échappa des grosses lèvres et se répandit sur le visage de Spencer. Il hurla. Chapitre 1. L'agent fédéral. Harley Cole poussa son bloc-notes sur le côté et s'affala contre le mur, désemparée. Autour d'elle s'étendait un océan de papier couvert de post-it qui constituait le dossier que son père lui avait transmis quelques jours plus tôt. Quelque part dans tous ces rapports de police et témoignages, au milieu de tous ces détails sans intérêt, se cachait une pièce à conviction. Celle-ci pouvait expliquer pourquoi Kelly, la jeune sœur d'Harley, avait disparu lors d'un camping 17 ans auparavant. « Ça doit être ici quelque part, » pensa-t-elle. « Je dois continuer à chercher. » Elle s'était enthousiasmée lorsqu'elle avait appris la découverte d'un sans-abri endormi dans sa voiture près de l'endroit où Kelly s'était volatilisée. La police avait cependant mené une investigation approfondie sur lui et n'avait trouvé aucun lien entre lui et la disparition de Kelly. Quant à son témoignage, il prétendait n'avoir rien entendu de toute la nuit, à part des grillons. Pourtant, Harley n'allait pas se laisser décourager si facilement. Elle devait avoir une sacrée confiance en elle pour se croire capable de trouver quelque chose que son père et une foule d'enquêteurs avaient compté se rater pendant près de 20 ans. Mais elle possédait un avantage sur tous les autres, alors que son père s'était démarqué par une détermination sans faille pour résoudre l'affaire, malgré son absence d'expérience, et que les enquêteurs disposaient de cette expérience, mais pas de la détermination d'un père en deuil. Harley, quant à elle, avait les deux. Elle était à la fois motivée et formée, ce qui lui donnait toutes les chances de découvrir ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'elle voyait les choses, en tout cas. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle devait souffrir inutilement pour trouver la solution. Cela allait lui prendre du temps et, même si elle avait très envie de sprinter jusqu'à la ligne d'arrivée, elle devait aborder les choses plutôt comme un marathon, et elle devait prendre en compte aussi ses propres besoins, à savoir manger, dormir et se comporter comme un être humain. Elle soupira et saisit la dernière frite de la boîte en carton sous son coude, la traîna dans le sel et la fourra dans sa bouche. Elle l'avala avec une gorgée froide de café noir, puis grimaça en mâchant quelques de grains qui avaient dû s'échapper du filtre. « Je mène vraiment la grande vie », songea-t-elle. Son téléphone afficha une notification. Elle s'en empara avec enthousiasme, espérant que ce serait Brice, son amour de lycée, avec qui elle avait récemment renoué. Un instant plus tard, elle s'affaissa, déçue. C'était simplement une alerte de son opérateur téléphonique pour signaler un paiement automatique.
Elle n'avait pas vu Brice depuis 1 semaine, et il n'avait pas répondu à ses messages depuis. Elle avait essayé de se persuader qu'il était simplement occupé. Prendre soin d'une centaine de chevaux demandait beaucoup d'efforts. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle ne se montait pas trop la tête depuis leur dernière conversation. Elle relut son dernier message. « Salut, juste pour savoir. Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis un moment. Tout va bien ?» Elle commença à en écrire un nouveau, quelque chose sur le fait qu'elle pensait à lui, mais elle l'effaça, estimant qu'il paraissait désespéré. La balle était dans son camp. Elle n'allait pas le supplier à genoux. « Tu savais bien que c'était trop beau pour être vrai », lui répéta une petite voix, lancinante. « Penser que tu pouvais refaire ta vie 1 mois seulement après ton divorce avec Rob? C'est beaucoup en demander, et non ?» C'était peut-être beaucoup en demander, mais elle démarrait une nouvelle vie dans son ancienne ville, et elle était encore en train d'essayer de s'y réintégrer, après avoir passé presque la moitié de son existence sur la côte Est. Elle avait besoin de toute l'aide disponible. « Il te mène en bateau », lui asséna la voix, et elle repensa à cette trace blanche autour de l'annulaire de Brice. Avait-il récemment divorcé? Ou aimait-il simplement batifoler en l'absence de sa femme? Elle ne croyait pas que Brice était le genre d'homme à délaisser son épouse, mais beaucoup de temps s'était écoulé depuis le lycée. Son ancien amoureux avait peut-être changé autant qu'elle. Estimant une autre tasse de café nécessaire pour poursuivre son exploration des notes de son père, elle se redressa d'un bond. Puis, elle ramassa la tasse sur le tapis et agita les dernières gouttes du fond en regardant le marc de café remonter à la surface. Avant qu'elle ne quitte la pièce, cependant, son téléphone sonna. Tout en priant pour que ce ne soit pas une perte de temps, elle enjamba le tas de papier et attrapa l'appareil. Elle glissa son doigt sur l'écran vers la droite, juste avant que l'appel n'aille sur la messagerie vocale. « Allô ?» dit-elle. Puis elle éloigna l'écran pour mieux lire le nom. Alex Newberry, le chef du bureau de Santa Fe du FBI et son supérieur hiérarchique. Elle entendit des bruits de parasites et porta à nouveau le téléphone à son oreille. « Comment allez-vous, agent Newberry ?»« Comme un rat mort, » répondit Newberry de sa voix de baryton. « Et vous, les travaux avancent à la maison ?» Harley profitait d'un congé depuis plusieurs jours pour s'installer dans sa nouvelle maison et se remettre de l'affaire Rasco. Cette enquête qui avait failli se terminer par sa mort, dévorée vivante par un troupeau de cochons sauvages. Du moins, c'était la raison qu'elle avait donnée à Newberry pour demander un congé. En réalité, son objectif était bien plus lié au dossier que son père lui avait remis qu'une histoire de repos. Elle voulait vraiment résoudre le cas de Kelly. « Mieux que prévu », dit-elle après avoir jeté un œil sur son salon sans meubles tout en faisant les 100 pas. Ça commence à ressembler de plus en plus à une maison. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais elle devait dire quelque chose. Heureux de l'entendre, certains agents ont du mal à rester concentrés quand ils ne sont pas en service. Newberry marqua une pause. Harley devina que ce silence renfermait une question non formulée. « Je trouve de quoi m'occuper », s'expliqua-t-elle. « Pas trop occupé, j'espère. Je vais avoir besoin de vous. » Le cœur d'Harley se serra. « Un autre homicide ? Exact. La police locale ne peut-elle pas s'en charger ? Nous n'avons pas à enquêter sur tous les meurtres commis dans l'État. Le bureau pouvait aider la police locale dans ses enquêtes, à sa discrétion, mais il ne se mêlait généralement pas de l'affaire, à moins d'un crime fédéral, comme un braqueur de banque qui agissait au-delà des frontières de l'État, par exemple, ou un corps retrouvé en territoire indien. Newberry soupira d'une manière qui suggérait qu'il en avait beaucoup plus sur les bras. « Écoutez, venez ici, d'accord ? Quand vous verrez la momie de vos propres yeux, vous comprendrez. » Harley arrêta de marcher dans tous les sens. « Une momie ? Enveloppée dans une feuille d'or comme Toutankhamon. Est-ce que vous me suivez à 100% maintenant ?» Harley sentait déjà les engrenages tourner dans sa tête.
Il ne lui en fallait pas beaucoup. Un peu de curiosité, un peu de mystère, et voilà qu'elle se retrouvait dans les starting blocks. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Satané Newbury, pensa-t-elle, même si elle ne lui en voulait pas vraiment. Mais elle n'aimait pas être influencée aussi facilement. « J'arrive au bureau dans 20 minutes, répondit-elle, en se préparant mentalement au chaos dans lequel elle était sur le point de retourner. D'ordinaire, elle se serait réjouie de cette agitation. Elle s'y épanouissait, après tout. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de souhaiter disposer d'un peu plus de temps libre. « Bien, répondit Newbury. J'ai le pressentiment que nous aurons besoin de tout le monde à bord pour cette affaire. » Harley raccrocha et relâcha sa main comme si le poids du téléphone avait subitement doublé. Elle jeta un coup d'œil vers son bureau, en songeant aux papiers étalés sur le sol, des documents qui pouvaient donc très bien contenir les indices nécessaires pour élucider la disparition de sa sœur. Ces éléments allaient Wumili devoir attendre pour le moment. Harley partait à la recherche d'une momie. Une véritable cacophonie accueillit Harley lorsqu'elle entra dans le bureau de Santa Fe, habituellement tranquille. Les 10 téléphones sonnaient, des agents en chemise et bretelles discutaient par petits groupes, les mains sur les hanches. La secrétaire de Newbury courait dans tous les sens, avec un dossier contre sa poitrine. Une télévision tournait en boucle dans une pièce adjacente. L'affaire était sûrement énorme. Harley ressentit une pointe d'excitation dans le ventre. Elle se faufila dans la salle de repos et monta le volume de la télé. Une Afro-américaine habillée d'un chemisier sans manches se tenait au bord d'une rivière et gesticulait devant l'entrée d'une caverne délimitée par un ruban jaune. Les corps ont été découverts ce matin par un bateau d'excursion qui naviguait vers le sud le long du Rio Grande, expliqua la journaliste. Si vous regardez bien, vous pouvez voir la galerie qui mène à la grotte dans laquelle les corps ont été trouvés. Là, les images basculèrent vers le gros plan d'une paroi irrégulière luisante d'humidité. Le passage s'enfonçait dans l'obscurité, puis semblait prendre un virage serré. La police n'a pas encore avancé la moindre hypothèse sur les raisons de la présence de ces corps. Ici, poursuivit la journaliste, et ne s'est pas prononcé non plus sur leur état. S'agit-il de meurtres récents ou d'un ancien site funéraire? Certaines rumeurs laissent entendre que vous obtenez vos informations auprès des chaînes de télé, maintenant, lança une voix derrière Harley. Elle se retourna et aperçut Anthony Callaway, son partenaire dans les affaires, Rasco et Navarro, qui occupait tout le seuil de la porte avec sa large carrure. À première vue, ces deux-là semblaient y être diamétralement opposés. Callaway était le cow-boy rustique, toujours poli et jamais pressé. Harley, en revanche, représentait le Yankee mince et svelte, une tête brûlée qui ne reculait devant rien pour obtenir des résultats. Mais ils avaient développé un respect mutuel durement acquis au cours de leurs 2 précédentes enquêtes, et Harley n'aurait voulu travailler avec personne d'autre au monde. Harley pointa du doigt la barbe sur la mâchoire de Callaway. « C'est moi, ou vous commencez à grisonner ? » « Il était temps que je sois reconnu pour ma grande sagesse, » répondit-il. « Ne vous inquiétez pas, ça vous arrivera aussi. » Callaway était de 2 ans son aîné, chose qu'il aimait à lui rappeler, comme s'il avait toujours une longueur d'avance en matière de sagesse et d'expérience. La télévision tournait en boucle tandis qu'un spéléologue, dont les lunettes glissaient constamment sur le nez, parlait de dépôts de calcite et d'acide carbonique. Harley poussa un profond soupir et regarda Callaway en attendant qu'il prenne la parole. Il la fixa silencieusement, avec une pointe de curiosité dans ses yeux émeraudes. « Et donc, » demanda Harley, « allez-vous me dire de combien de corps il est question ?» Il hocha la tête, avec un air plus sérieux et professionnel. « 4, rien que des femmes, on dirait. Il est encore tôt, et nous recevons toutes nos informations de la police locale. Nous n'avons encore envoyé personne sur place. Et pourquoi ça? Je vous attendais. »
C'est bien ma veine, murmura-t-elle. Je demande un congé et mon patron me rappelle pour enquêter sur un quadruple homicide. Allez, vous êtes né pour ça. De plus, il baissa la voix en se rapprochant assez pour que Harley puisse sentir l'odeur de cannelle de son eau de Cologne. Newbury nous fait confiance, c'est la raison pour laquelle il nous a mis sur le dossier, et personne d'autre. Harley fixa du regard la télévision, sans pour autant l'écouter. Même si elle aurait aimé être chez elle à éplucher le dossier de sa sœur, son travail l'appelait et elle était très douée pour ça. D'accord, accepta-t-elle, en hochant la tête alors que son cerveau se remettait en marche. Dites-moi tout. Voilà la Harley que je connais, lança Callaway avec un sourire fugace en refermant la porte derrière lui. Puis, après avoir trouvé la télécommande à côté du micro-ondes, il coupa le son de la télévision et s'adossa à l'évier. Sa chemise bruissa quand il croisa les bras. Des jeunes d'une vingtaine d'années sont tombés dessus lors d'une excursion en bateau, expliqua-t-il. Enterrement de vie de garçon, mais vous savez probablement déjà tout ça. En a-t-on identifié un? Un seul. Callaway marqua une pause en la regardant fixement. Elle sentit qu'elle n'allait pas aimer ses prochaines révélations. Est-ce que le nom de Daisy Ballard vous dit quelque chose? Elle était sur le point de dire non, quand soudain elle se souvint d'un refrain entendu à la radio, il y a une semaine environ, dans le cadre d'une campagne d'un politicien. Harley, quasi certaine que l'homme en question était candidat au poste de gouverneur, pensa que la chanson était tirée d'une vieille vidéo familiale où sa fille chantait pour lui. Le cœur d'Harley se serra après cette conclusion. La fille du gouverneur, celle de la campagne radio. Callaway hocha la tête. Le gouverneur Trenton Eugène Ballard, en tête pour sa réélection en novembre. Il a signalé la disparition de Daisy il y a environ 2 mois. Harley jura tout bas. La pression commençait à monter. Certes, tout homicide constituait un crime, mais tous les homicides n'étaient pas médiatisés, sauf si c'était le meurtre de la fille d'un gouverneur accompagné de 3 autres cadavres. La presse allait se régaler, et Harley se doutait que le père ne tarderait pas à leur coller au basque et à exiger des réponses. Ce n'est pas du tout un ami des forces de l'ordre, poursuivit Callaway. Il était avocat de la défense avant de devenir gouverneur, et il a clairement indiqué à plusieurs reprises le peu de considération qu'il avait pour nous. Quand il apprendra qu'on a retrouvé sa fille morte, après qu'il ait signalé sa disparition depuis des semaines, je doute que cela améliore son opinion. Elle tira ses clés de sa poche. Alors nous ferions mieux d'aller voir cette grotte pour trouver des réponses avant de lui parler. Chapitre 2. Harley se gara au bord du chemin de terre en surplomb du Rio Grande et observa longuement les 3 camionnettes de journalistes, les lèvres serrées. C'était précisément ce qu'elle craignait, un cirque médiatique avant même que les agents n'aient eu l'occasion de se rendre sur la scène du crime. Cette enquête allait se transformer en affaire publique. « On arrive trop tard », murmura-t-elle, en regardant un homme aux cheveux blonds, appareil photo en bandoulière, tituber vers la descente pierreuse qui devait mener à la caverne. Il se trouvait bien au-dessus de la rivière, qui coulait avec une détermination léthargique à travers une rangée d'arbres, et dont le fond apparaissait ici et là avec ses bancs de sable saillants. « Espérons seulement qu'ils n'ont pas résolu l'affaire avant nous, » répondit Callaway en lui adressant un clin d'œil tandis qu'il appuyait sur le loquet de sa portière et l'ouvrait. Il se dirigea vers le sentier à grandes enjambées, régulières, les mains glissées avec désinvolture dans les poches de son jean, les pouces en l'air. Il se retourna. « Vous venez ?» Harley se pencha pour enfiler ses chaussures de course. « Je vous suis !» lança-t-elle. Elle ne voulait pas se retrouver avec des ampoules aux pieds, avec des chaussures plates sur un sol rocailleux. Elle envisagea d'enlever son blazer également, mais il était encore tôt et la chaleur supportable. De plus,
La caverne devait être fraîche. Après avoir verrouillé sa Jeep, Harley rejoignit Callaway et ils dévalèrent ensemble le sentier rocailleux, en délogeant des cailloux qui rebondissaient et se jetant dans l'eau dorée en contrebas. Une odeur âcre se dégageait de la rivière qui aurait probablement rebuté quelqu'un qui ne la connaissait pas. Pour Harley, cependant, cela évoquait ses excursions d'enfance en kayak et la pêche avec son père sur les berges. Au bas du chemin, délimité par un ruban de sécurité enroulé autour d'une série de cônes de signalisation, se trouvait la caverne, une gueule étincelante taillée dans le flanc de la falaise. Une douzaine de personnes environ, les passagers du bateau, présuma Harley, étaient accroupis contre la paroi la plus éloignée et mangeaient un encas en chuchotant entre elles, les sourcils froncés par l'inquiétude. Le ponton flottait mollement à proximité. Le caméraman aux cheveux couleur sable, qui venait d'installer son trépied, remarqua les deux agents et se précipita vers eux avec la démarche maladroite d'un adolescent encore en pleine croissance. « Alan Fielding, Sunny Day News », annonça-t-il en marchant en crabe pour que la caméra reste pointée sur leur visage. « Pouvez-vous me dire pourquoi le FBI était mêlé à cette enquête ?»« Merde », pensa Harley. Il avait dû voir un des badges accrochés à leur ceinture. Ou alors, il avait deviné. « Sans commentaire », répondit-elle d'une voix neutre, en restant concentrée sur le ruban de sécurité, comme s'il s'agissait d'une ligne d'arrivée. Elle devait seulement y arriver, et Fielding n'aurait d'autre choix que de regarder de loin. « Je prends cela comme une confirmation que le FBI se joint effectivement à cette enquête », ajouta Fielding, sans se laisser décourager par la réponse brusque de Harley. Il trébucha sur une pierre et reprit de justesse son équilibre. Cependant, ce faux pas l'affecta tout aussi peu que le rejet d'Harley. Un témoin affirme avoir vu plusieurs corps au fond de cette grotte, poursuivit-il. Son débit de parole accélérait à mesure qu'il se rapprochait de la bande jaune. Pouvez-vous clarifier pour nous? Est-ce que cela signifie que nous avons un autre tueur en série sur les bras? Les propos du journaliste surprirent Harley. Le seul témoin que Sunny Day News pouvait avoir était l'un des participants à la balade en bateau, ce qui signifiait que quelqu'un parlait. Harley et Callaway devaient m'y résoudre sur cette affaire au plus vite, car une des meilleures façons d'identifier un criminel était de le surprendre en train de divulguer des informations que seul l'auteur pouvait connaître. Si tous les détails de l'affaire devenaient publics, cette méthode d'investigation deviendrait obsolète. « Avez-vous quelque chose à déclarer au grand public ?» les pressa Fielding. Quelques pas les séparaient du ruban de sécurité. Aux yeux d'Harley, la caverne ressemblait à la terre promise. Comme Fielding se décalait devant elle, pour la forcer à le contourner, elle perdit patience. Elle s'arrêta et fixa directement l'objectif sombre de la caméra. « Oui, » lança-t-elle, « j'ai quelque chose à dire. Arrêtez de regarder les infos. C'est mauvais pour votre santé. » Sur ce, elle se faufila sous la bande et tourna le dos au journaliste, en ignorant sa question sur les raisons pour lesquelles elle ne pensait pas que le public avait le droit d'être informé. « Vous ne devriez pas perdre votre sang-froid comme ça, » murmura Callaway, après avoir retiré ses lunettes de soleil pour scruter la caverne de ses yeux émeraudes. Un policier de forte corpulence, à la moustache en forme de chenille et qui boitait légèrement, s'avança vers eux, avec un masque chirurgical descendu sur le cou. « C'est au-delà de mes forces, » répondit Harley à Callaway. « Il a de la chance que je ne l'ai pas engueulé. »« Non, heureusement que vous ne l'avez pas fait, » rétorqua Callaway. « Nous n'avons pas besoin qu'une vidéo de ce genre devienne virale et donne l'impression que nous pensons savoir mieux que tout le monde. » Malgré sa colère, elle devait reconnaître qu'il avait raison. Elle devait se montrer plus prudente. On pouvait facilement sortir des propos de leur contexte. Et étant donné qu'ils avaient mis déjà une victime très connue sur les bras,
Mieux valait ne pas attirer davantage l'attention sur cette affaire ou sur les agents qui y travaillaient. Vous devez être les fédéraux dont on m'a parlé, déclara l'agent en les rejoignant. Il leur tendit une main charnue. Le badge en laiton juste au-dessus de sa poche de poitrine droite mentionnait « Bullock ». « Agent Cole et Callaway », annonça Callaway en guise d'introduction. « Où en sommes-nous, Tochimno, agent Bullock ?» Les yeux de Bullock balayèrent les équipes de tournage pendant qu'il parlait. « Eh bien, nous avons 11 personnes effrayées qui viennent d'avoir le choc de leur vie. L'agent Hessler et moi, ajouta-t-il avec un signe de tête en direction d'un second policier à l'autre bout de la caverne qui distribuait des bouteilles d'eau au groupe blotti contre la paroi. Nous avons pris les dépositions des témoins, mais pas grand-chose à dire. Aucun n'est déjà venu ici, pas même le guide, et la plupart n'ont même pas vu les cadavres. Malgré tout, précisa Harley, quelqu'un parle aux médias. Je ne sais pas ce que vous leur avez dit, mais ils doivent comprendre que c'est une enquête criminelle et qu'ils risquent d'être inculpés s'ils communiquent des informations au grand public. Bullock soupira, comme si cela l'avait tracassé aussi. Je les ai prévenus, bien sûr, mais, avec autant de personnes, c'est comme essayer de colmater une passoire. J'ai utilisé toute mon énergie pour les empêcher de remuer la scène du crime avant l'arrivée de la police scientifique. Cela étonna Harley. Une équipe était déjà là? Qui? D'abord la presse, et maintenant ça. Pourquoi avait-elle l'impression d'être la dernière au courant pour les cadavres? Angelina Brenner. Le nom ne disait rien à Harley. Callaway, cependant, sembla le reconnaître. « Je connais Angie », affirma-t-il. « J'ai travaillé avec elle une fois ou deux. » Son visage demeura stoïque en le disant, sans révéler la moindre émotion. Bullock hocha la tête, avec du respect dans les yeux. « Elle est aussi aiguisée qu'un scalpel, celle-là, à manipuler avec précaution, sauf si vous voulez vous couper. » Harley, qui ne pouvait pas comprendre la description de Bullock parce qu'elle n'avait jamais rencontré Angelina, essayait encore de comprendre le déroulement des événements. Elle porta la main à son front et plissa les yeux. « Attendez une minute, » l'interpella-t-elle. « Expliquez-moi encore une fois comment tout le monde est arrivé ici. » Bullock ne semblait pas vouloir rembobiner la cassette. « Les guides touristiques, ils font ces circuits sur la rivière, non? Ce matin, ils se promènent sur l'eau, boivent des bières et entretiennent leur coup de soleil. L'un d'entre eux voit cette grotte et a la brillante idée de la visiter, et... » Il se retourna, repéra un autre caméraman, plus âgé avec une barbe poivre et sel et des lunettes à grosse monture, qui appuyait sur la bande de sécurité. « Je vais devoir vous demander de reculer, monsieur, » lança Bullock. « Éloignez-vous de la bande. » Le caméraman revint sur ses pas, mais il garda la caméra fixée sur le trio. « De vrais animaux, » marmonna Bullock en essuyant la sueur de son front avec le creux du bras. Il donna un signe de la tête pour indiquer aux deux agents de le suivre loin du caméraman. « Vous étiez en train de parler des gens sur le bateau ?» lui rappela Harley, tandis qu'il contournait le bassin au milieu de la caverne. Ce dernier était propre et profond, avec un fond trouble dans lequel voguaient des poissons pâles, sans vie par moments, et filant si vite l'instant d'après que son œil ne pouvait presque pas les suivre. Bullock continua. « Donc ils vont dans cette caverne, d'accord? Le guide touristique veut qu'ils restent tous à l'entrée, pour des raisons de sécurité, patati et patata. Mais deux se faufilent dans une galerie pour jouer un peu aux explorateurs, et pas seulement pour trouver des pétroglyphes, bien qu'il y en ait quelques-uns. Mais au lieu d'un rendez-vous galant, ça se transforme en une partie à 3. Un plan à 6, si vous voulez. » Il les regarda et haussa les sourcils, apparemment impressionné par sa propre blague. Comme il ne réagisse pas, il s'éclaircit la gorge avec une pointe d'embarras et poursuivit. « Donc le guide touristique, Sharpton, appelle le central. »« Et vous avez répondu en premier »
demanda Calloway. La police scientifique nous a devancés. Comment est-elle arrivée aussi vite? S'enquit Harley. L'agent a un émetteur dans sa voiture. Elle était dans le coin, a entendu le signalement et a décidé de passer. Quant aux équipes de journalistes, il haussa les épaules. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.